principe de boutique a laissé s'étendre en Val d'Oise. Après l'arrivée d'un premier local de ce type à Gare-Gigonès d'ici le mois de mars, un deuxième va être créé dans le quartier de Toupé à Vauréal. Le concept permet à un nouvel entrepreneur de tester son commerce tout en étant accompagné par l'association Initiative 95. Cette boutique a laissé offre plusieurs avantages aux nouveaux entrepreneurs, dont un prêt à taux zéro et un suivi personnalisé. Reste encore à trouver quel type de boutique sera adapté pour ce quartier de 1500 habitants. Une réunion publique est organisée ce jeudi soir à 19h à l'espace culturel de l'Agora afin de lancer la concertation avec les habitants et commencer à recruter des candidats. Et les candidatures pourront être reçues par la mairie entre le 11 mars et le 12 avril. Merci une nouvelle fois Alexis Dubauchel, à tout à l'heure, midi 15 pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Ils sont en face de moi, beaucoup de messieurs ce matin, au programme du bar de l'économie présenté par Florence Fleur, 9h04 à demain matin pour une nouvelle matinale. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h. Merci. Bonne émission. Merci. On a la chronique santé vers 10h qu'on va passer, mais on n'a pas la venue de Bruno aujourd'hui. Ouais, chronique santé, il est là. Elle est dedans, il n'y a rien à faire, c'est tout bon. Elle est Dans le dossier du jour. Je sais plus si j'ai mis le dossier du jour ou c'est encore un. Non, parce que j'étais voir, je l'ai créé. Moi. Ah, j'ai peut-être mis à hier alors. Non? J'en ai créé un dossier pour mettre les Ah bah je crois que tu l'avais déjà fait pourtant. Attends. Bon. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous de l'économie, du partage d'expériences, des échanges. C'est le bar de l'économie. Bienvenue à tous nos auditeurs qui nous écoutent. 90 minutes d'infos avec Philippe à la technique, Lisa pour les infos du jour et puis aussi Jean-Claude Durousseau pour les entretiens médicaux d'Anguin vers 10h. Comme toujours, beaucoup de sujets. Avec mes invités aujourd'hui, nous allons parler numérique lab, nous allons parler les 100 mots MOTS de l'entreprise, et puis nous allons parler d'école et de formation, donc le métier de, entre autres, de data scientist. Pour cela, eh bien, j'accueille tout de suite Dominique Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Anguin et directeur de la culture et du Centre des Arts qui organise un événement mardi 26 février. On va donc en parler ensemble. On va aussi parler des concerts, notamment de celui de ce soir, si vous voulez bien, et puis de celui qui arrive le 28. À vos côtés, David Simonet, bonjour. Bonjour. Vous m'avez contacté lors de la publication de votre livre Les 100 mots MOTS, bien sûr, de l'entreprise, publié aux éditions Que sais-je. C'est une analyse critique de l'entreprise pour comprendre les enjeux 2019 dans une économie mondialisée et numérisée. Et c'est ce dont nous allons parler ensemble, mais pas que, car vous êtes aussi le PDG fondateur d'Axintis depuis 2007, une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, comme on dit, dans les secteurs de la chimie fine. Et vous faites aussi, d'ailleurs, des colorants. Vous contrôlez 50% du capital, mais vous avez tissé une alliance stratégique avec le groupe japonais Fuji Silesia. Donc, on en parlera ensemble, si vous voulez bien. En plus, vous êtes un enfant du Val d'Oise, puisque vous avez fait vos études à l'ESSEC et vous avez même enseigné au lycée Monod à Anguin-les-Bains. Oui, absolument. Voilà. À vos côtés, bien, notre start-up du jour, bien sûr, c'est Antoine Crinck. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de JEDA, une école installée à Paris depuis mai 2018, mais aussi à Lyon et à Lille, en si peu de temps, à peine un an, qui forme en data science, des formations adaptées et donc dans l'air du temps, bien sûr. Et on verra donc avec vous, bien sûr, comment vous avez fait, et puis aussi à quel métier ça forme, quel type, est-ce que c'est de la formation à temps plein, à temps complet, quel type d'emploi on peut prévoir à la sortie de cette école, combien de temps ça dure, etc. Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos du jour. Allez, première info du jour, c'est Jocelyne Gantois qui devient la nouvelle présidente d'Initiative 95 et François Ronfard, le vice-président. Jocelyne Gantois est ingénieure de formation en agronomie et industrie alimentaire. Elle a dirigé des centres de profit, des écoles professionnelles et puis aussi réalisé des missions d'expertise. Son engagement bénévole a commencé il y a 12 ans comme marraine au sein de la plateforme Prisme 95 du Val d'Oise, qui favorise le parrainage de nouveaux entrepreneurs pour accélérer leur croissance. François Ronfard est élu donc vice-président. Il sera en charge du déploiement des politiques de France Active pour le Val d'Oise. Il est aussi élu administrateur de France Active, ce qui mobilise 20 000 garanties d'emprunts bancaires chaque année pour un encours de près de 400 millions d'euros. Et il faut dire que c'est un ancien dirigeant de Semperit AG, une marque commerciale allemande, autrichienne plus exactement, je devrais dire, du groupe Pneu Continental.
Deuxième info du jour, c'est le président Macron qui annonce que l'antisionisme sera intégré à la définition de l'antisémitisme et une loi pour lutter contre l'antisémitisme. Au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, il a annoncé l'introduction dans les textes de l'antisémitisme élargi à l'antisionisme sans changer le code pénal pour empêcher la critique de la politique d'Israël. Et puis une loi sera donc mise en place afin de lutter contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Cette proposition contre la haine sur Internet sera déposée en mai par la députée La République En Marche, Laetitia Avia, et elle reprendra les propositions de son rapport sur ce sujet. Dominique Rolland, vous voulez peut-être commenter ? Sur ce sujet, oui, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui montre que nous ne sommes plus dans les cours d'école. Les cours d'école avant avantageaient certains types de comportements qui étaient des comportements racistes, des comportements antisémites, oui, et de toute nature d'ailleurs, mais aujourd'hui, l'amplification de la digitalisation, le fait aussi d'une certaine forme d'anonymat qui n'est pas encore levé, conduisent à ces dérives, et à ces dérives qui sont des démultiplicateurs, je dirais, de propagande en même temps, et en même temps c'est un caractère nocif, c'est-à-dire que c'est tellement amplifié qu'aujourd'hui on ne vit plus l'information, ce que l'on reçoit, d'ailleurs ça concerne aussi les menaces, ce que l'on reçoit n'est pas simplement au destinataire, mais elle est partagée, et c'est ce partage qui en fait en quelque sorte un danger commun, je dirais, pour le vivre ensemble. Donc pour vous, la loi doit s'adapter au numérique et donc il est temps de taxer, on va dire, les réseaux sociaux pour empêcher tout ce type de dérive. Oui, je crois qu'il faut mettre à jour évidemment les lois à cet endroit et faire en sorte justement démasquer ceux qui se cachent derrière l'anonymat et qui doivent prendre conscience que on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux et la parole doit être une parole responsable. Merci beaucoup Dominique Rolland. Marlène Schiappa, dans Valeurs Actuelles, explique l'alliance entre l'extrême droite et les islamistes dans un même combat homophobe et antisémite. La secrétaire d'État constate l'explosion des actes antisémites et homophobes et précise que ceux-ci sont dirigés contre deux catégories de la population soupçonnée d'être riche. Ce sont des théories islamistes radicales qui désignent comme bouc émissaire ces personnes-là, dit-elle. Il y a des slogans de la Manif pour tous qui sont lancés dans les banlieues. Au moment des événements de Cologne, j'avais été très choquée par un certain déni de féminisme, au nom de quoi serait-ce plus tolérable pour un pauvre violeur immigré de commettre une agression sexuelle, poursuit-elle. Elle dit encore, adhérer à la citoyenneté française doit être un pacte d'adhésion à nos valeurs à notre propre philosophie et à nos valeurs. Bon, bien sûr, elle s'exprime également sur la GPA. Et puis, donc, je vous invite à lire, bien sûr, Valeurs Actuelles. David Simonet, vous voulez réagir ? Oui, on a constaté effectivement des dérives absolument inacceptables. Et autant, je pense qu'il faut que ces propos ne décrédibilisent pas le mouvement des Gilets jaunes, notamment à l'origine, qui répond à une situation dégradée de notre société, une marginalisation croissante de certains territoires, la désocialisation des jeunes. Mais progressivement, on a vu ces manifestations être manipulées et ont été détournées de leur objectif initial. Objectif initial, au départ, c'est finalement une révolte dans le bon sens du terme, sans plan préconçu. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une dérive, encore une fois, tout à fait inacceptable et qui se manifeste par des propos antisémites, des propos homophobes. Donc Marlène Schiappa a raison de souligner ces alliances contre nature, mais qui correspondent aussi à une fragmentation de notre paysage politique, depuis l'élection du président Macron, mais qu'on retrouve finalement dans toutes les strates de la société. Et donc paradoxalement, cette fragmentation aboutit à des recompositions, encore une fois, contre nature, et il faut en prendre conscience. Et je pense que, d'ailleurs, c'est même le rôle d'un chef d'entreprise qui s'exprime sur ce type de sujet peut paraître un peu curieux, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on observe dans la société française, nous devons réfléchir à tous ces enjeux. Oui, d'ailleurs, elle dit, nous avons finalement un débat très identitaire et très essentialisé. On ne demande plus aux gens ce qu'ils pensent, mais qui ils sont, et puis on juge tout simplement sur l'apparence. Donc en fait, je crois que vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, David Simonet.
Autre info pour aujourd'hui, c'est une accélération qui se dessine pour les entreprises de taille intermédiaire en Île-de-France. Les premiers chiffres des ETI, comme on dit, sont dévoilés par la Banque de France et le Club des ETI Île-de-France. En 2018, les services marchands, le bâtiment et les travaux publics ont confirmé leur dynamisme. Les marges ont évolué favorablement et la dynamique de l'emploi a été bonne, tous secteurs confondus. Les points forts 2018, c'est la progression des exportations industrielles, le dynamisme des embauches dans les services marchands, la confirmation de la reprise du bâtiment, favorisée bien sûr par les travaux de rénovation et par les projets du Grand Paris. Pour 2019, par contre, l'industrie devrait accélérer grâce aux exportations pour permettre une augmentation des marges industrielles. En Île-de-France, il existe 1768 ETI, soit près d'un tiers des 5800 ETI françaises. Parmi le total des entreprises, toujours en Île-de-France, elles représentent plus de 10% des effectifs et du chiffre d'affaires. En cumulé, les ETI constituent ainsi un maillon essentiel du tissu économique de l'Île-de-France, avec plus de 1,2 million de salariés et un chiffre d'affaires de 400 milliards d'euros. Depuis 2012, 97 nouvelles ETI ont été créées. Alors, on est bien sûr bien loin de l'Italie, justement. Dominique Rolland, vous en revenez. Mais quelles sont les activités des ETI ? Eh bien, 60% sont dans les services financiers, administratifs et de communication. Et puis aussi 21% dans l'industrie et la construction et 19% dans le commerce et le transport. Une entreprise de taille intermédiaire moyenne en Île-de-France est âgée de 30 ans environ. Elle compte un peu moins de 700 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 225 millions. C'est donc de belles entreprises, comme on dit. David Simonet, vous voulez réagir ? Oui, alors d'abord, l'entreprise que je dirige et que j'ai fondée, Axintis, est une entreprise de taille intermédiaire avec 500 salariés, tous en CDI, à 97%, implantés dans 5 régions en France. Alors effectivement, les ETI, c'est sans doute la faiblesse de la structure de notre économie française, si on la compare notamment à l'Allemagne. Il y a 2 fois plus d'ETI. Alors les ETI ont beaucoup de vertus par rapport aux grands groupes. Elles sont beaucoup plus implantées dans leur territoire, donc elles sont davantage respectueuses de l'implantation dans les territoires, et même hors Île-de-France, dans les territoires où on a constaté un déclin économique, notamment industriel. Donc les ETI font de la résistance dans des territoires qui sont parfois en grande difficulté économique. L'ETI aussi a les avantages des PME, c'est-à-dire que ce sont des structures qui restent de taille suffisamment humaine pour qu'effectivement le dirigeant connaisse ses salariés. Et donc l'ETI a l'agilité des PME et puis aussi la capacité à travailler sur les marchés internationaux comme les grands groupes. Vous avez raison de souligner le poids des exportations. C'est près de 33% des exportations totales françaises sont faites par des ETI. Donc il faut promouvoir ces ETI, il faut notamment faire grandir les PME. La question des seuils est très importante, ça a été abordé par le projet de loi Pacte, mais il faut que ces seuils ne soient pas un frein au passage du stade de PME à ETI dans notre économie. Donc les ETI, effectivement, jouent un rôle très important. Majeur pour le dynamisme de la France. Merci beaucoup, David Simonet. Côté levée de fonds, les investisseurs multiplient les opérations de grande envergure. En 2018, les entreprises du top 20 des opérations ont levé 200 millions d'euros de plus qu'en 2017, avec un ticket moyen de 61,8 millions d'euros, ce qui progresse de 22% par rapport à 2017. 65% des opérations du top 20 2018 sont supérieures à 40 millions d'euros. Cette observation est faite par le groupe Inextenso, ce qui fait écho à une tendance plus large à l'échelle nationale avec une augmentation de 25% du nombre d'opérations supérieures à 20 millions d'euros par rapport à 2017. Et donc, on est content pour les startups qu'elles puissent donc être plus nombreuses, 30% de plus qu'en 2016, avec des opérations, donc comme je disais, de 40 à 50 millions d'euros, c'est 40% d'entre elles. Par ailleurs, on observe une concentration durable des opérations dont les tickets sont inférieurs à 5 millions d'euros et dont le nombre augmente de plus de 23%. Alors Antoine Crinck, je pense que ça vous concerne puisque votre entreprise est une start-up. Est-ce que vous allez courir à la levée de fonds ? Ou c'est déjà fait ? Nous, on est en plein dedans, justement, en ce moment, donc je vois bien ce que c'est. Effectivement, c'est quelque chose de pas si facile que ça, parce que les acteurs sont nombreux et on va dire que l'information est assez abscon parfois. Donc, on ne sait pas forcément où aller chercher de l'information, où aller chercher l'argent, où aller chercher les investisseurs. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
puisqu'on a bien vu que la France particulièrement voulait investir dans l'intelligence artificielle et dans les startups qui sont là. On a vu que Station F héberge beaucoup de startups aussi qui sont très prometteuses. Et on sait très bien aujourd'hui que les levées de fonds sont un élément moteur dans la startup, puisqu'on ne pourrait pas forcément vivre sans lever pour certains. Surtout quand on est dans des produits liés à l'intelligence artificielle, nous on sait puisqu'on fait de la formation là-dedans, qui engendre des coûts assez élevés. Donc c'est une bonne nouvelle, ça permet de voir qu'on peut aussi aller concurrencer sur d'autres marchés, notamment aux États-Unis. Donc je trouve que c'est bien, c'est en phase avec aussi le programme de la France, notamment pour devenir justement plus compétitif sur tout ce qui est innovation et particulièrement IA. Alors par contre, pour vous, ce que je note, c'est que finalement, c'est difficile d'identifier les bons accompagnateurs ou les bons fonds auxquels il faut s'adresser quand on fait une école, par exemple. Effectivement, alors c'est pas forcément quand on fait juste une école, ça peut être pour n'importe quelle start-up, puisqu'en fait, il y a des acteurs qui sont très différents en fonction de la taille de votre start-up. Donc, si vous venez de commencer, vous n'allez pas avoir les mêmes personnes que si vous avez déjà une start-up qui a 1 an, 2 ans, qui engendre du chiffre d'affaires, etc. En fonction aussi du seuil de chiffre d'affaires que vous faites, vous n'allez pas avoir les mêmes acteurs. Donc c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément et qu'on apprend justement sur le tard. Donc ça, c'est toujours assez intéressant de voir ça, mais effectivement, l'information aujourd'hui est assez... Donc on perd du temps. Ouais. Merci beaucoup Antoine Crinck. Autre information, et aujourd'hui il y a beaucoup d'informations, fraude fiscale, c'est la banque suisse UBS condamnée par la justice française à une amende record, 3,7 milliards d'euros, montant requis par le ministère public lors du procès qui vient de se dérouler. Et bien sûr la banque suisse va faire appel. C'est la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale. UBS est accusée de démarchage bancaire illégal et de blanchiment aggravé de fraude fiscale en France. Grâce à une double comptabilité baptisée carnet de lait, la banque a aidé des milliers de contribuables français à échapper au fisc entre 2004 et 2012, donc ça c'est relativement, j'allais dire, ancien. Le montant de la fraude est estimé entre 8 à 23 milliards d'euros. 5 des 6 cadres de la banque ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 300 000 euros. Et UBS France aussi a été condamné pour les complicités des mêmes faits à une amende de 15 millions d'euros. La partie civile dans cette affaire, l'État, eh bien, il a obtenu, lui, 800 millions d'euros. David Simonet, qu'en pensez-vous ? La fraude fiscale gangrène vraiment là aussi notre économie et notre société. Moi, je pense que tous les auditeurs qui entendent ces chiffres sur les montants que représente la fraude fiscale en France, c'est estimé entre 25 et 100 milliards d'euros. C'est à comparer, par exemple, à l'effort qui a été fait par le gouvernement pour répondre à des demandes des Gilets jaunes, donc un effort de 10 milliards au mois de décembre. Donc quand on prend la mesure de ces chiffres, on réalise qu'économiquement, effectivement, ça affaiblit la France. On réalise aussi que des gens fortunés cherchent finalement à optimiser plutôt que de participer à l'effort collectif. Donc au-delà des chiffres, ça témoigne d'un problème de responsabilité, de sociétale. Absolument, de responsabilité sociétale. Et d'ailleurs, là, on parle de la condamnation du BS, mais je pense que les particuliers ou les entreprises qui ont recours aussi à ce type de mécanisme devraient être lourdement sanctionnés. C'est une question économique, et derrière, c'est effectivement une question sociétale de participation à l'effort collectif. Et c'est bien que la France, finalement, aujourd'hui, ait décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps, comme celui, d'ailleurs, de la taxation des GAFA. On va y revenir, c'est mon info suivante, justement. Mais avant ça, j'avais envie de vous poser une question. D'ailleurs, tous les trois, vous pouvez répondre. On peut se demander comment est-ce qu'on peut laisser des artistes et des joueurs de foot, justement, s'exiler fiscalement, alors qu'ils participent eux non plus, et on taxe toujours les entreprises. Mais pourquoi on ne va pas chercher les joueurs de foot, par exemple, qui, eux, s'exilent? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on doit payer l'impôt là où on travaille, tout simplement. C'est assez basique. Là où on bénéficie aussi de toutes les structures collectives. La France a un niveau, certes, de dépenses publiques élevé, mais en contrepartie, elle apporte aussi à ses citoyens, en matière de santé, en matière de formation, des accès à des prestations, à des services gratuits. Donc quand on évolue, moi j'ai le cas de camarades d'école dont je ne partage pas du tout le cheminement personnel. Effectivement, des gens réussissent à défiscaliser en jouant sur leur lieu de vie, etc. Et donc je pense que tout ça doit être vraiment poursuivi. Donc
être citoyen, c'est participer à cet effort fiscal. Ah bah c'est le lien à la citoyenneté, indépendamment de l'exercice du droit de vote, du respect des valeurs de la République, c'est effectivement payer ses impôts en France. Antoine Krinck, vous hochez de la tête, vous voulez réagir? Oui, oui, non, je suis complètement d'accord avec M. Simonet, c'est que on bénéficie depuis notre tout jeune âge de l'aide de l'État français. Moi, par exemple, j'étais en collège, lycée public, j'ai fait ma prépa dans le public aussi. Ça me paraît très bizarre de vouloir après, une fois que maintenant je suis indépendant et que je peux gagner mon argent, etc., de partir et de me dire, bon, bah tant pis, je vous laisse comme ça et débrouillez-vous, quoi. Donc je suis assez d'accord avec M. Simonet là-dessus, complètement. Merci beaucoup, Antoine Krinck. Autre info, donc, c'est Amazon et Netflix qui n'ont pas payé aucun impôt sur les sociétés aux États-Unis en 2018, et ce pour la deuxième année consécutive, malgré des bénéfices records, passant de 5,6 milliards de dollars pour Amazon en 2017 à 11,2 milliards en 2018. Eh bien, Amazon n'a donc pas payé aucun impôt fédéral aux États-Unis. Comment ils ont fait pour passer à travers les mailles du filet? Eh bien, ils ont profité d'un abattement de 129 millions de dollars, comme l'a découvert l'ITEP. L'ITEP, c'est en anglais l'Informing the Debate over the Tax Policy Nationwide, en étudiant donc la déclaration d'impôt de l'entreprise. Un taux d'imposition donc de moins de 1%, bien loin des 21% auxquels les entreprises américaines sont normalement soumises. Alors comment? Divers crédits d'impôt non spécifiés ainsi qu'un allègement fiscal relatif aux options d'achat d'actions pour les dirigeants. Souvenez-vous de sa campagne agressive pour obtenir de nouvelles subventions pour installer son siège HQ à New York, des avantages que l'entreprise a obtenus de la part de Crystal City à Arlington en Virginie, et puis pour l'installation de son nouveau centre d'opération à Nashville dans le Tennessee. Quant à New York, devant les protestations de la population locale, Amazon pensait avoir 3 milliards de dollars de crédit d'impôt, en fait. Eh bien, ils y ont renoncé, et donc ils ont renoncé à s'installer à New York. Netflix, lui, a complètement échappé à l'impôt fédéral sur les sociétés, mais ce ne serait, d'après l'ITEP, pas les seuls. En tout cas, les 127 pays membres de l'OCDE, États-Unis compris, ont signé fin janvier un accord ouvrant la voie à une réforme des règles fiscales applicables aux géants de l'économie numérique d'ici 2020. La France prévoit un projet de loi fin février. On parle d'une taxation de 5% sur le chiffre d'affaires des GAFA, des entreprises qui réalisent quand même plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 25 millions en France via leurs services numériques. Selon Bruno Le Maire, ministre de l'économie, elle pourrait rapporter environ 500 millions d'euros par an. L'Institut Kantar vient de dévoiler qu'Amazon a réalisé 6,6 milliards d'euros de ventes en 2018 en France, soit 11,5% de son activité mondiale hors USA. Et ça, c'est un chiffre scoop parce que c'est très difficile de pouvoir dire combien Amazon a réalisé de chiffre d'affaires. Donc là, je pense que David Simonet et Antoine Krinck, peut-être même Dominique Roland, vous voulez réagir. Alors, qui commence? David Simonet. Oui, alors sur les GAFA, effectivement, les GAFA, ça fait longtemps qu'elles utilisent des systèmes de défiscalisation. Elles avaient été dénoncées en France dans un rapport de 2013, Colin et Colin. On estimait le manque à gagner de près d'1 milliard déjà à l'époque. Donc, 6 ans plus tard, on bouge enfin sur ce sujet-là. Bruno Le Maire, effectivement, ne souhaite pas attendre que se dessine un accord au niveau européen et souhaite engager cette taxation à partir du chiffre d'affaires à hauteur de 5%, qui devrait effectivement rapporter 500 millions. Oui, il faut, là aussi, ça rejoint le sujet précédent, il faut que les entreprises qui réalisent leur activité, une partie des bénéfices sur le territoire français, payent les impôts en France, parce qu'au-delà du fait d'appliquer des règles qui s'appliquent à tous, il y a sinon une concurrence absolument déloyale, mais pas vis-à-vis d'entreprises de la même taille, vis-à-vis d'entreprises, vis-à-vis de libraires indépendants qui sont dans nos centres-villes, dans nos villes. Et donc, non seulement les GAFA doivent payer des impôts sur le revenu, mais elles doivent d'autant plus le faire qu'elles exercent aujourd'hui une concurrence déloyale, encore une fois, vis-à-vis de petits commerces, de petites sociétés, et qui subissent cette concurrence de plein fouet et qui participent à la paupérisation d'une partie des centres-villes, notamment en milieu rural, comme j'ai pu l'observer lors des déplacements dans les usines pendant ma campagne électorale dans le Loiret pendant la législative. Merci beaucoup, David Simonet. Antoine Krinck, vous voulez réagir? Oui, non, je trouve que c'est d'autant plus vrai que tous les produits des GAFA aujourd'hui, on les utilise littéralement en permanence. Je pense à Google, où tout le monde utilise tout le temps au moins une application de Google, que ce soit simplement le moteur de recherche ou la gestion de ses mails. Donc déjà, il y a
il y a quelque chose qui est à faire là-dessus. Donc voilà, après ce qui me fait toujours un peu peur, c'est que est-ce qu'ils vont pas utiliser cette excuse si on arrive à faire en sorte qu'ils payent leurs impôts, de justement monter leur prix. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes, d'entreprises qui sont très dépendants des produits Google, Amazon, Apple, Des etc. plateformes. Voilà. Merci beaucoup Antoine Crinck. Allez, autre info pour aujourd'hui. Bonjour Lisa déjà. Bonjour. Orthographe au travail, les fautes peuvent coûter cher. Alors, les responsables de ressources humaines interrogés par OpinionWay pour Becherel reconnaissent à 52% que cela a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement. Ils sont à 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié, ce qui n'est pas énorme pour l'ensemble de la population, mais qui prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Les moins de 30 ans disent avoir plus de mal que les autres au niveau de l'orthographe et que leurs fautes sont relevées par leurs collègues, leur hiérarchie ou leurs clients. Ils sont aussi 2 fois plus nombreux que les autres à penser que leur faible niveau d'orthographe a freiné la révolution professionnelle. Plus de 3/4 des salariés se disent prêts à suivre une formation de remise à niveau. On va demander à nos chefs d'entreprise, à nos 3 chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est ce qu'ils font attention aux fautes d'orthographe lorsqu'ils embauchent des candidats. Alors Dominique Roland. Et moi, je crois que c'est un sujet important qui démontre que, à la fois, les réformes qui sont en train de se faire au niveau de l'éducation nationale sont un peu l'exemple, c'est-à-dire que relever le niveau depuis les plus petites classes, c'est-à-dire sur la question de l'apprentissage de la langue, qui est un sujet important, et même d'abord de la langue française, mais ensuite des langues au pluriel, bien sûr. Mais c'est aussi un élément qui est aussi le changement, je dirais un changement de sociologie finalement, c'est que l'arrivée évidemment avec le tout numérique, le tout numérique finalement, a amené à moins lire pour les enfants. C'est un élément qui est important, la lecture. Et je pense qu'il y a un effort à porter sur ce sujet-là, c'est-à-dire que l'orthographe, ça va avec l'apprentissage de la lecture. Et c'est vrai que la gamification, un ensemble de choses que, bien sûr, je ne veux pas déplorer, puisque par ailleurs, je soutiens la création dans ces domaines-là, dans le numérique, c'est-à-dire sur les jeux vidéo. Mais en même temps, il y a un rééquilibrage à faire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un monde où la fracture consiste à dire nous sommes dans le tout numérique, nous abandonnons tous les classiques. Au contraire, c'est une continuité des choses qu'il faut. On est à la fois avec nos carnets de notes. Je vois à côté, je dis pour nos auditeurs, un invité à côté de moi qui note. Moi, je le fais beaucoup. Et je continue en même temps à utiliser le numérique d'une autre manière. Je veux dire, ce sont des langages qui sont différents, mais c'est vrai aussi qu'il y a un facteur clé, c'est l'utilisation des SMS, par exemple. On voit des langages se former, c'est très bien, mais à la fois sur quelle base? Et souvent, ça renvoie dans le recrutement, où l'utilisation que l'on a du SMS n'est pas la même chose que d'écrire et d'avoir des règles de syntaxe et d'écriture. Et c'est vrai que moi, je suis très attentif dans les recrutements à la manière dont on s'exprime, bien sûr à l'oral, mais aussi à l'écrit. Parce que aussi à l'écrit, on s'adresse évidemment à l'employeur, mais on s'adresse à l'employeur avec, je dirais, toute une psychologie. On doit amener des arguments qui font que nous avons compris quels sont les enjeux de l'entreprise, notre place dans l'entreprise. Et je pense que ces éléments sont des éléments de réflexion qui vont avec l'orthographe, parce que finalement l'orthographe n'est que finalement l'aboutissement de ce qui est cette structuration finalement de la pensée. Merci beaucoup Dominique Roland. On va passer à notre avant-dernière info. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle? Mais aussi impressionnantes que soient les victoires de l'ordinateur devant les jeux d'échecs, les jeux de Go ou de vidéo, il n'y a pas de réelle intelligence là-dedans. Les machines se contentent d'analyser des millions de combinaisons possibles en s'entraînant contre elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Un ordinateur champion de Mario Kart sera par exemple nul au sudoku. L'intelligence artificielle actuelle est en réalité très très stupide. Ce n'est pas une intelligence sur laquelle nous pourrions nous reposer pour faire un raisonnement général avec des analogies, une pensée créative ou pour s'aventurer en dehors des sentiers battus, a déclaré Andrew Moore, vice-président de Google. L'intelligence artificielle est généralement spécialisée dans un domaine précis, mais il suffit de changer le contexte ou quelques paramètres pour la déboussoler. Des informations de Vicarious, une firme d'IA à San Francisco, ont entraîné un programme comme celui utilisé par DeepMind
sur un jeu de casse-briques. Ils ont ensuite légèrement modifié la disposition du jeu, avec par exemple une raquette située légèrement plus haut ou une zone incassable au centre des blocs. Des changements auxquels un joueur humain peut facilement faire face, mais devant lesquels l'ordinateur s'est trouvé incapable de répondre. Voilà, c'était l'entreprise DeepMind. On va passer la parole à David, donc peut-être Dominique Rolland en premier. Ça, c'est votre dada. Oui, sur l'intelligence artificielle, oui, parce que il faut rappeler pour nos auditeurs que l'intelligence artificielle n'est pas un sujet ni tabou, ni qui va engendrer la peur, ni la méfiance. Bien au contraire. Si vous voulez, en fin de compte, c'est vrai, nous pouvons remonter dans l'histoire. Il y avait évidemment toutes les grandes utopies, et puis les humanistes parlaient finalement de la société idéale, finalement. Il y avait la cité idéale aussi, bien sûr. Mais, et puis c'est vrai, on est passé avec le darwinisme à l'évolutionnisme, et puis aujourd'hui on est dans l'ère du dataïsme, finalement. Et je pense que la question est un peu comme l'arrivée de l'imprimerie, c'est vrai, qui était vraiment un élément qui a permis à la fois je dirais, les techniques et à la fois les inventions de transformer le rapport au monde, évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là. Avec la 4e révolution industrielle, il y a un enjeu qui est très fort, c'est de s'emparer effectivement des technologies, et en particulier celle-là, parce qu'elle transforme nos modes de production, elle transforme nos rapports, je dirais, dans les rapports humains. Hein. Je dirais que même, je dirais qu'il faut replacer l'humain au centre de cette question-là, mais ne pas en avoir peur. C'est vrai que Jean-Gabriel Ganassia le cite souvent dans son travail, finalement, sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi Harari sur d'autres sujets. Évidemment, on a pensé les grands cataclysmes futurs pour l'intelligence artificielle en disant que ça va engendrer. C'est qu'aujourd'hui, les calculs qui sont faits sur la destruction de la Terre, par exemple, font que nous avons la fin des temps est déjà annoncée. Nous sommes déjà dans la gestion des temps de la fin. Mais ça doit nous faire aussi prendre conscience que les progrès de cette évolution, puisque finalement l'intelligence artificielle, eh bien, ça vient derrière l'évolutionnisme, finalement, derrière l'esprit scientifique. Nous avons des progrès considérables, autant sur la créativité. La créativité aujourd'hui, il n'y a pas un métier, on en parlait déjà ici à cette radio, des métiers par exemple des effets visuels. Aujourd'hui, il n'y a pas un film dans le monde qui n'a pas d'impact. Alors, je parle en termes de création de richesse, bien sûr, mais la créativité se mesure différemment. On fabrique des décors, on fabrique des personnages, on crée de plus en plus vite et de manière avec des schémas de production où vous passez au lieu d'avoir 3 étapes de production, vous passez à 2 étapes. Et par exemple, vous prévisualisez en direct ce que vous mettiez un temps infini à passer du studio avec le fond vert, en passant par l'étape de tournage puis de post-production. Maintenant, vous prévisualisez directement votre décor en filmant, en faisant un preset qui est juste de visualiser maintenant pour calculer quel va être l'impact de production, c'est-à-dire le coût de production, et pour le réalisateur, et bien évidemment le temps qui va pouvoir être un temps précieux pour pouvoir mieux préparer son film. C'est le cas dans tous les domaines, dans les domaines de la santé également. Donc je pense que, au contraire, je vois qu'au Japon, les enfants maintenant sont formés dès la primaire, ce qui correspond à la primaire en France, les écoles élémentaires, ils sont formés pour le codage. Alors ça, vous voyez, ça c'est quand même une évolution. Il faut être extrêmement attentif en France, parce que le monde n'avance pas aujourd'hui, avance à très grande vitesse sur ce sujet. Je suis intervenu en Corée récemment sur ce sujet avec d'autres qui venaient de Hong Kong, qui venaient de Chine, qui venaient du Japon, qui venaient beaucoup d'Asie et des États-Unis. On abordait la question du rapport de l'homme et de la machine, bien sûr, dataïsme, du rapport aussi des algorithmes, mais aussi un sujet qui est blockchain. Et donc, dans tout cet ensemble de modifications, je dirais, sur la production, nous avons des enjeux importants à gagner. Merci beaucoup, Dominique Rolland. Antoine Crinck, vous voulez réagir ? Oui, je voulais revenir un peu justement sur l'idée que l'intelligence artificielle, en fait, ce sont que des algorithmes assez stupides. C'est vrai, et en même temps, je trouve que c'est pas si vrai que ça, parce que en fait, les algorithmes, simplement, on a une imagination de l'intelligence artificielle qui est qu'on va construire les droïdes de demain, ou on a R2D2 tout de suite qui va faire des bip bip et ils vont comprendre, tout ce qu'on dit. Oui. Ce qu'on dit.
c'est pas ça. Mais en fait, ces algorithmes-là, c'est simplement la preuve que tous les éléments statistiques, tous les théorèmes statistiques qu'on a construits et démontrés il y a à peu près 100 ans, eh ben en fait sont vrais. Parce que c'est simplement sur ça qu'on se base aujourd'hui. Donc c'est pas si stupide que ça, dans le sens où c'est des mathématiciens qui ont trouvé ces choses-là, qui sont sacrément utiles. On a plein d'applications aujourd'hui et on en est simplement aux prémices. Quand on voit qu'il y a des algorithmes qui sont capables de reconnaître des objets sur une image, qui sont capables de prédire des actions, certes en fonction d'une situation donnée, puisqu'en fait vous comprenez tous que les statistiques, c'est simplement que quand on a un échantillon d'une population, si on change l'échantillon, forcément ça change à peu près toute l'équation. Donc forcément, il n'y a qu'une situation donnée sur laquelle l'algorithme est très bon, certes, mais en même temps, il est meilleur que nous tous sur cette situation donnée. Bien sûr. Donc on peut... Et il va beaucoup plus vite. Il va forcément beaucoup plus vite. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on en est en fait simplement qu'aux prémices, on est donc au tout début, mais quand on voit simplement tout ce qu'on peut faire, ça devient incroyable. Je voyais justement sur DeepMind qui ont fait quelque chose sur la danse, où ils ont filmé des danseurs très très compétents, et ils ont essayé justement de mélanger tous ces styles de danse pour en faire un nouveau danseur uniquement créé par l'algorithme. Et ils étaient capables de faire ça et de créer quelque chose qui était incroyable, puisque c'était des mélanges de styles de danseurs très très particuliers, très très poussés. Donc ça en devient quelque chose d'incroyable. Après, je trouve que ça pose aussi d'autres questions plus sociétales, qui sont qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme on le dit si bien, fonctionne avec beaucoup de données. Et ça engendre des coûts de stockage qui deviennent significatifs. Aujourd'hui, Google, c'est un des plus grands pollueurs sur Terre, puisque de toute façon, toutes les données qu'ils utilisent, tous les data centers qui sont obligés de refroidir, etc., polluent énormément. Et ça crée aussi un deuxième sujet qui est celui de la destruction d'emplois. Ou plutôt, aujourd'hui, certes, l'intelligence artificielle crée beaucoup d'emplois, mais ça en détruit beaucoup d'autres, comme disait bien M. Roland, qui a des emplois, ou plutôt l'automatisation liée à l'intelligence artificielle, forcément, fait disparaître certaines tâches, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui se créent en compensation. Ça, voilà. c'est ça qu'on appelle la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle. Voilà. C'est ça effectivement qui est difficile. Allez, pour finir, parce que les actualités sont longues aujourd'hui, juste un petit rendez-vous, Lisa. Du 23 février au 1er mars, c'est le 56e Salon international de l'agriculture à Paris. N'oubliez pas. Merci beaucoup, Lisa, pour les infos du jour. Une petite pépite musicale et ensuite on passe la parole à Dominique Roland. Alors on va très vite, il va y avoir très peu de pauses, parce qu'il est déjà 41, waouh. Et vous avez beaucoup de choses à dire. Ça c'est quoi comme musique, Dominique? C'est G-Silk, c'est un groupe qui va se produire. Vous allez nous le commenter au micro? Bien sûr. Combien de musiques vous avez amené aujourd'hui? 2. Il y a 2. Bon, on va pouvoir les passer toutes les deux. C'est bien. La chronique santé, c'est sur le magnésium. Oui. Ah, mais je suis pas toute seule à être enrhumée ou à avoir quelque chose. Non. Moi, c'est là. C'est pas là, c'est là, moi. C'est toujours qu'on entend bien. Un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Bon, c'est 1 minute, on fait un extrait, hein, bien sûr. 1 minute 30, c'est le maximum. Je suis désolée, Dominique. Non, c'est normal. C'est très calme, hein. C'est très zen, ouais. Alors, vous faites en plus de la politique? Ouais, j'étais candidat à La République En Marche dans le Loiret, dans la circonscription. J'ai été battu avec 80 voix, mais c'était une expérience intéressante parce que j'arrivais de la société civile, j'ai jamais fait de politique. Mais c'est un territoire assez compliqué, c'est très rural d'un côté, donc assez conservateur, très à droite. Et pour équilibrer les circonscriptions, il y avait aussi Fleury-les-Aubrais, qui est une banlieue nord d'Orléans, très à gauche, puisque une terre de cheminots. Et donc vous, c'était pour être élu en tant que quoi? Député. Député directement. J'étais investi par La République En Marche, ouais. Donc j'ai eu du mal à... Et qui a été élu finalement? La candidate sortante. Ah là, oui, d'accord. Républicain. Mais vous étiez déjà très connu sur le terrain, non? Non, j'ai mon entreprise et j'y suis implanté à titre personnel depuis quelques temps.
à titre professionnel depuis plus de 15 ans, mais, Oui, mais on n'a pas le temps de tout mais faire. dans Hein. certains territoires, il faut un ancrage plus Bien fort. sûr. On y retourne? Dominique Roland, alors aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Dominique Roland, directeur général de la ville d'Enghien et directeur de la culture et du Centre des Arts, mais aussi de David Simonet pour son livre 100 mots de l'entreprise aux éditions Que sais-je, et puis d'Antoine Crinck, notre start-up du jour pour l'école Jeddah. Alors Dominique Roland, c'est vous qui venez de nous apporter cette très belle musique, très douce et zen finalement. Qu'est-ce que c'est? Alors G-Silk, c'est une formation qui vient de Bordeaux et qui mélange à la fois hip-hop, l'électro. Là, on est un peu à la rencontre de plusieurs styles de musique. Et puis, ce que nous souhaitions faire, c'est d'abord vous adresser, puisque nous avons beaucoup de programmes de concerts, de chorégraphie, d'expositions, de cinéma également, mais en même temps s'adresser pour un lieu qui est, on appelle le coworking pour le Numérique Lab, pour notre incubateur, mais c'est un endroit qui favorise aussi les rencontres, et en particulier aussi de ce type de concerts, qui sont des concerts ouverts avec toute une partie d'activité du bar également, où la première expérience qui s'est faite il y a déjà un peu plus d'un mois, eh bien, a réuni, non, on s'attendait à voir des jeunes entre 18 et 26 ans, mais non, c'est des familles se déplacer. Alors ça, c'est un élément qui est intéressant, parce que le vivre ensemble, c'est aussi le vivre, être un peu dans une forme aussi intergénérationnelle aussi, de retrouver, avoir un lieu de contact, un lieu de, si vous voulez, de rencontre. Je pense que ce sujet sur la rencontre est un sujet intéressant, et c'est vrai que ce groupe, c'est aussi pour nous l'idée d'aider aussi des jeunes groupes, de les identifier, de les mettre en lumière, parce que souvent ils sont un peu hors des circuits habituels des concerts, en tout cas des concerts, des grosses machines de concert. Oui, justement, vous passez beaucoup de concerts, beaucoup de musique au Centre des Arts. D'ailleurs, ce soir, vous donnez rendez-vous pour le concert des Solidarités. Alors oui, c'est un concert, évidemment, c'est une initiative d'Enghien et de son maire Philippe Sueur. C'est-à-dire qu'il y a des années, nous avons débuté ce temps des Lumières, qui était une soirée qui était consacrée justement à cette rencontre entre les trois religions, chrétiennes, juives et musulmanes, et fort réussi à l'époque. Et nous avons poursuivi d'année en année eh bien, cette expérience. Et il se trouve que là, nous allons accueillir ce soir Bachir Chami, qui est un chanteur lyrique de formation, qui est un ténor, et qui est d'origine libanaise, qui a vraiment creusé de civilisation. Et puis, avec cette idée d'instaurer ce dialogue musical dont nous avons grand besoin en ce moment, interculturel et interreligieux entre l'Orient et l'Occident, mais aussi avec 22 chanteurs. Alors ça, c'est intéressant, Ça va parce être que la voix, magnifique. c'est ce qui rejoint du cantor, en passant dans toutes les traditions religieuses, et puis avec un piano, saz, le luth, le ney, violon, et puis ces richesses qui viennent finalement alors à la fois des églises grecques orthodoxes, maronites, syriaques, des chants grégoriens, juifs, musulmans. Voilà. En réalité, on est en pleine actualité. Exactement. Nous sommes en pleine actualité, alors, sans opportunisme. Oui, puisque c'est annuel. C'est annuel, c'est un temps qui est très fort, et je dis pour nos auditeurs, il reste quelques places. Et, écoutez, venez nombreux, parce que ça va être magnifique. ce sera aussi un temps de partage après, puisqu'il y aura un temps, alors là, qui va être plus, entre guillemets, aussi convivial, mais autour de quelques mai. Alors, côté musique, vous donnez un autre rendez-vous, c'est le 28 février, un autre concert. Voilà, alors le 28 février, c'est le premier concert dont je parlais avant de parler de ce soir, voilà. Du temps des rencontres, qui va évidemment égrener jusqu'au mois de juin eh bien, des soirées qui vont être des soirées moins dans la salle de concert, c'est-à-dire dans l'auditorium, mais plus dans l'espace qui est l'entrée du Centre des Arts, qui est aménagé avec qu'on appelle un corner, qui est en réalité une scène musicale.
Voilà, mais en fait, aujourd'hui, je voulais vous faire parler de la gestion du temps à l'ère du digital, puisque c'est la conférence, enfin la rencontre que vous proposez mardi prochain. Et pour cela, vous faites venir 2 intervenants extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 intervenants et de quoi va-t-on parler finalement en parlant de gestion du temps à l'ère du digital? Alors oui, alors la gestion du temps, c'est un sujet pour toutes les entreprises, bien sûr, mais c'est aussi c'est un sujet qui impacte aussi notre rapport au monde du travail et surtout notre organisation, la nature de notre travail et aussi également sur le fonctionnement dans les entreprises. Alors ce qui va être abordé, c'est aussi le management humain, l'intelligence relationnelle, tous ces aspects comme levier de performance, bien sûr, pour les entreprises. Ce sont des sujets qui sont aussi dans l'actualité. Et puis, nous allons avoir donc 2 intervenants, Iris Naudin, qui est on appelle facilitatrice digitale, et qui présentera des outils pour la mise en place et pour la gestion du temps pour les entrepreneurs. Alors, ça s'adresse à la fois à des jeunes entrepreneurs, aussi bien des étudiants, à des professionnels, et j'ajoute que ça s'inscrit dans un cadre plus général qui est notre activité d'incubateur de start-up innovantes qui sont dans le domaine qui sont liées souvent à l'art, à la création pas seulement de services, mais aussi à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire dans des domaines qui peuvent toucher le tourisme et la culture, sur du patrimoine, sur également de tout ce qui est événementiel, tout ce qui est scénique. Et c'est dans ce contexte-là que nous renouvelons ces expériences, puisque la dernière fois était sur le domaine le droit et le digital. Il y avait un sujet assez redoutable. Et je pense que ces rencontres aussi vont être des rencontres qui permettent aussi de nous retrouver avec des métiers très différents. Être dans un lieu d'art, finalement, entre des entrepreneurs, nous sommes quand même aussi dans un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de société qui nous amène à penser autrement, et bien d'être pas dans cette segmentation, si vous voulez, des rencontres, arriver à ce que justement cette soirée qui a une dimension évidemment, qui a un impact directement sur le monde du travail, est aussi conserve aussi une dimension culturelle. Voilà, c'est ça l'intérêt avec le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, c'est que c'est transversal en fait, on partage finalement tous les thèmes avec tous les types de publics. Donc je suppose que le Numérique Lab, il faut rappeler que c'est un incubateur. Finalement, vous accueillez des jeunes startups dans le domaine du numérique. Mais en même temps, là, la gestion du temps, finalement, à l'ère du digital, il y en a certains qui passent trop de temps et d'autres pas assez finalement. Oui, c'est un peu ça, j'imagine. Ce sont les indicateurs de performance, bien sûr, c'est-à-dire quelles sont effectivement les méthodes et aussi des approches aujourd'hui. C'est une mise à jour aussi, en quelque sorte. On va demander d'ailleurs à David Simonet ce qu'il en pense. Est-ce que pour son entreprise, il passe, d'ailleurs aussi, Antoine nous répondra, Antoine Crinck tout à l'heure aussi, est-ce qu'il passe du temps à justement, sur Internet, à poster des choses un peu tous les jours ou 1 ou 2 fois par semaine? Comment vous gérez votre temps? Le temps numérique, alors je m'y suis mis effectivement, parce que j'étais candidat à la République En Marche dans le Loiret, je me suis mis à communiquer sur les réseaux sociaux à cette occasion. Et depuis, effectivement, je communique régulièrement. Alors, d'abord, il y a une utilité aujourd'hui assez pratique, et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à les consulter. On a en permanence des offres d'emploi à pourvoir, et donc on utilise LinkedIn ou Facebook pour décrire les emplois qu'on a à pourvoir. Donc, ça permet de toucher un public qu'on touche plus difficilement par des canaux classiques. Après, c'est vrai que j'aime bien m'exprimer prendre du recul par rapport à mon activité. Et puis finalement, j'ai un rôle d'observateur, un peu de vigilant, étant implanté dans 5 régions en France, dans des territoires industriels, des territoires ruraux. Et j'aime bien confronter mes impressions à des enjeux économiques et sociaux. Et donc j'aime bien partager effectivement mes analyses, alors via les réseaux sociaux. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'accorde une place extrêmement importante à l'écrit. Donc indépendamment des réseaux sociaux, vous pouvez retrouver un certain nombre d'articles que j'écris dans leséchos.fr par exemple, sur des sujets sociétaux. Alors justement, parlons de l'écrit avec votre livre, Les 100 mots MOTS de l'entreprise, publié aux éditions Que sais-je. Finalement, est-ce qu'il y a tant de défiance entre les entreprises françaises, enfin entre les Français, j'allais dire, et les entreprises? Est-ce que vous le ressentez?
Alors c'est une relation assez complexe, un peu comme entre les Français et l'État, ou entre les Français et les élus. C'est une relation assez complexe parce que les Français sont très attachés à leur entreprise. C'est-à-dire qu'un salarié va être très attaché à son entreprise, celle dans laquelle il travaille. En revanche, l'entreprise comme institution est effectivement une source de méfiance, voire de défiance. Par exemple, il y a un sondage que je rappelle qui est assez intéressant. Seulement 24% des Français pensent qu'un propriétaire d'entreprise devrait gérer son entreprise. Ça nous met à peu près sur ce type de sondage au même niveau que le Vietnam ou la Chine, dans la perception donc il y a une tradition en fait assez anticapitaliste que relaye assez bien l'intelligentsia française, hein, malheureusement dans le monde de l'enseignement, dans le monde des arts et de la culture. Et pour rebondir aussi sur ce que disait mon voisin tout à l'heure, ce livre c'est une tentative de décloisonnement. Je considère que l'entreprise c'est pas simplement une société au sens du code civil, une entreprise c'est aussi une mini société au sens public, donc il y a de la mixité, il y a de la diversité, il y a des moments de tension, de violence, bref, on y observe beaucoup d'enjeux, et j'ai voulu porter un regard critique. Vous trouverez par exemple un article sur la notion sur la violence dans mon livre, pour illustrer ce que je viens de dire, un article sur les patrons, qui commence par effectivement, sommes-nous tous des salauds de patrons. Donc il faut pour réhabiliter l'entreprise, il faut la rendre accessible. Et alors le paradoxe, je disais sur la relation des Français, donc il y a une défiance vis-à-vis de l'entreprise en tant qu'institution, il y a plutôt une confiance pour son entreprise, manifestée vis-à-vis de son entreprise. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise est mieux considérée que d'autres institutions comme l'État. Si on demande aux Français, est-ce que vous faites confiance dans vos élus, dans l'État, etc., l'entreprise sort plutôt bien classée. Alors c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que face à une forme de faillite, dans la capacité à véhiculer la morale de l'État, de l'école, de l'Église, de la famille même, l'entreprise a un rôle à jouer aujourd'hui pour resocialiser. Alors justement, on a un peu l'impression que dans votre livre, d'ailleurs vous décrivez, j'allais dire, l'entreprise en 7 chapitres, vous dites l'entreprise en question, les acteurs de l'entreprise, qui sont-ils, les moyens, les défis, les enjeux, la typologie, les entreprises en crise, les entreprises dans la cité, mais au travers de ça, finalement, vous avez choisi 100 mots, c'est un peu comme des définitions, d'ailleurs je vais vous interroger, si vous voulez bien, sur quelques mots, j'en ai sélectionné quelques-uns, mais avant, j'ai d'autres questions à vous poser, parce que vous parlez de déchaînement et de dévoilement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, alors en fait, c'est l'entreprise à laquelle j'ai souhaité me livrer. Le dévoilement, c'est cette expérience que j'ai accumulée finalement comme chef d'entreprise, comme créateur d'entreprise. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, la création d'entreprise, c'est pas un chemin tranquille, et ça n'est pas qu'un apprentissage de la liberté. C'est-à-dire que la liberté a un coût, et souvent face à des cadras, des quinquas qui, après une carrière dans des grands groupes, se disent « tiens, j'entreprendrai bien », j'essaie de leur rappeler quand même que c'est un vrai chemin de croix. Il y a une violence à laquelle on est confronté. L'entrepreneur, en fait, il cherche à agir sans cesse, quotidiennement. Il doit rendre des comptes en interne et en externe. Justement, à qui il rend des comptes? Parce que, il doit rendre des comptes à ses salariés, il doit rendre des comptes à ses clients, il doit rendre des comptes à ses actionnaires, il doit rendre des comptes à ses banquiers, il doit rendre des comptes aux organismes publics qui le contrôlent. On est dans l'industrie, donc nous on est contrôlé, inspecté par l'ADREAL, on fabrique des principes actifs pour les médicaments, on est inspecté par l'Agence nationale de la sécurité des médicaments. Bref, on doit rendre des comptes à énormément de monde. Il y a un article que je cite dans le livre, qui est un article assez connu sur la misère du patronat de Jean Jaurès dans la Dépêche du Midi, où effectivement il décrit notamment les petits patrons comme ayant le souci d'une responsabilité continue. Et donc c'est ça qui est une source de violence. Donc quand je parle de déchaînement, c'est finalement ce rapport à l'entreprise qui est tout sauf lisse. Et le dévoilement, c'est prendre du recul sur ma propre expérience et puis illustrer les différents enjeux de l'entreprise à partir d'éléments plus académiques, puisque c'est moins le fruit de mon expérience d'entrepreneur que le fruit de mon enseignement, puisque j'ai enseigné en classe préparatoire et à Paris 1 en Master 2, et c'est plus le fruit de mon enseignement. Oui, la vie du chef d'entreprise n'est bien sûr pas un long fleuve tranquille, donc je dirais même qu'on est moins libre peut-être qu'en tant que salarié, c'est ça que vous voulez dire ? Alors oui, enfin c'est pas la même liberté, c'est-à-dire qu'on a sans doute plus de temps libre lorsqu'on est salarié. En revanche, on a une vraie liberté d'action. Moi, j'ai passé le cap, j'avais 35 ans, parce qu'effectivement, mon patron de l'époque me dit le jour où tu voudras
tu voudras aller au bout de tes idées, ce sera quand tu seras, finalement, tu seras à la tête de ton entreprise. Et donc j'ai franchi le cap. C'est une tentative d'être en cohérence entre ses propres convictions et les actions qu'on mène au sein de l'entreprise. Mais c'est une liberté qui coûte extrêmement cher. J'ai créé l'entreprise en 2007. J'ai subi la crise de plein fouet en 2009 avec une baisse d'un tiers à l'époque du chiffre d'affaires. On est dans l'industrie, il y avait une dette importante. Et donc on se retrouve vraiment face à des choix, par exemple, j'ai jamais lancé de plan de licenciement, alors que sans doute les circonstances auraient dû m'y conduire. Donc c'est vraiment une confrontation entre ses valeurs propres, l'impact sociétal de ses décisions, et donc c'est une source de questionnement permanent. Donc, d'ailleurs, le livre, c'est moins une somme d'affirmations qu'une somme d'interrogations. Est-ce qu'on arrive à dormir la nuit quand on a des salaires à payer finalement et qu'on est en pleine crise? Comment on fait? Il y a eu des mois très compliqués. Il y a des mois où vraiment vous ne dormez pas. Il y a des mois où vous sentez le poids de la responsabilité qui est la vôtre, qui est en l'occurrence de faire vivre 500 familles. Dans l'industrie, on estime en plus qu'indirectement, vous faites vivre 2 à 3 emplois indirects sur les territoires où on est implanté. On est le premier industriel dans la plupart des territoires où nous sommes. Donc effectivement, je dois le confesser, il y a une forme de solitude. Il y a à un moment donné la tentation d'arrêter, de démissionner dans le sens le plus entier du terme. C'est une réalité qu'on évoque rarement parce qu'on préfère les histoires qui vont bien. Les histoires qui vont bien, avec effectivement l'importance aujourd'hui dans la communication des histoires de start-up, etc. Bon, les start-up, le numérique c'est bien, mais c'est moins de 5% de l'emploi en France. Donc il y a plein d'autres formes d'emploi, mais effectivement cette expérience est complexe. Antoine Crinck, vous voulez réagir? Oui, je trouve que c'est effectivement le prix à payer est assez fort, mais en même temps, quelle joie d'avoir un projet qui aboutit, de voir que des gens qui travaillent avec vous, tous ensemble sur le même projet, arrivent à ses fins. Ça, effectivement, je pense qu'il y a un prix à payer pour ça, qui est que parfois c'est difficile, parfois c'est stressant. On n'a plus de temps pour soi. Il y a des fins de mois qui sont... effectivement, on n'a plus beaucoup de temps pour soi. Et puis les fins de mois ne sont pas faciles, comme vous dites. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, de l'autre côté, quand nous l'expérience qu'on a, c'est avec des élèves, quand on a des élèves qui apprennent, qui acquièrent des compétences nouvelles et qui se reconvertissent dans des nouveaux emplois, quelle joie de voir qu'on a réussi un peu à participer à ce changement de vie pour ces gens-là. Donc c'est un prix à payer, certes, mais effectivement, on ne le ferait pas si de l'autre côté, la récompense n'était pas notre passion de réaliser ces projets. Bien sûr. Alors David Simonet, vous dites que du fait de l'action publique qui est décrédibilisée, on met tous finalement, c'est ce que vous dites je crois dans votre livre, hein, qu'on met tout sur le dos des entreprises en ce moment. Donc l'entreprise, vous dites, est devenue inévitable dans le débat public, c'est ça? Oui, alors si on prend les dernières mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes, il y a cette fameuse prime exceptionnelle. Quel est le véhicule de cette prime exceptionnelle si ce ne sont les entreprises? Donc c'est intéressant parce que les entreprises deviennent un peu le bras armé de la politique, tout simplement pour ce que vient de dire mon voisin créateur d'entreprise, c'est qu'effectivement, nous, on peut agir quotidiennement et rapidement et efficacement. Donc l'entreprise est un relais de ce point de vue-là intéressant. Donc elle n'a pas que pour but un intérêt privé et particulier, elle peut répondre aussi à des enjeux d'intérêt général. Et puis je voudrais citer aussi, alors même si ça fait débat, mais le prélèvement à la source. L'entreprise aujourd'hui se transforme en bras armé là aussi de l'administration fiscale en réalisant ce prélèvement à la source. Donc c'est intéressant parce que l'entreprise exerce des responsabilités aujourd'hui qui sont vraiment, pour certaines d'entre elles, qui participent à l'intérêt général. Donc ça nécessite qu'elles soient mieux contrôlées et ça nécessite que ceux qui dirigent les entreprises en aient conscience. Alors David Simonet, dans votre livre « Les 100 mots de l'entreprise » aux éditions Que sais-je, j'ai choisi, comme je vous ai dit, quelques mots. Bien sûr, le premier, c'est fiscalité. J'ai choisi des mots évidemment en rapport avec les 4 thèmes de notre débat national en ce moment. Donc fiscalité, vous vous dites trop d'impôts tue l'impôt. Où est-ce le prix à payer pour notre modèle social? Point d'interrogation. Il faut également tenir compte des cotisations sociales attachées au salaire. Là, je vous cite. Donc, et vous faites très bien le parallèle entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle
à ce micro. Oui, il y a un niveau de fiscalité qui n'est pas équivalent entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Certaines entreprises ont des capacités, non pas à faire de la fraude fiscale, attention, mais à faire de l'optimisation fiscale. Et donc quand vous comparez le niveau d'impôt payé par rapport aux revenus, aux bénéfices, il y a un niveau d'exposition fiscale qui est plus élevé pour les petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire par rapport aux grands groupes, avec l'exemple extrême de ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les entreprises du numérique et du GAFA. La question de la fiscalité est fondamentale. Je vais rebondir sur une actualité d'hier qui est assez intéressante, c'est l'incapacité des syndicats patronaux et des syndicats de salariés à se mettre d'accord sur une réforme le de chômage. l'UNEDIC. Alors on renvoie notamment au poids des charges sociales. Alors moi je milite absolument pour l'instauration d'un bonus-malus, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal que les entreprises qui ont essentiellement des CDI payent le même type de cotisation sociale que celles qui utilisent de façon excessive des CDD. Et je trouve aussi, d'un point de vue symbolique, je trouve assez détestable que des corps intermédiaires n'arrivent pas à trouver des accords à un moment donné où notre pays a besoin de trouver des accords depuis cette crise des Gilets jaunes. Donc ces fameux corps intermédiaires qui ont voulu reprendre le devant de la scène se révèlent encore une fois incapacité de trouver des accords, ce qui donne une image absolument déplorable aux salariés, aux citoyens qui ont aujourd'hui besoin d'avoir des représentants ou des corps intermédiaires capables de trouver un dénominateur commun pour continuer à progresser. Alors, autre mot que j'ai choisi, c'est le mot gouvernance, parce que c'est un mot relativement récent, adapté à l'entreprise. Et c'est là où on voit le mélange entre l'action publique et l'entreprise. Et vous parlez de la dissociation des fonctions. Est-ce qu'on n'a pas justement une vue trop en silo dans notre pays? Oui, on a une vue en silo. Alors, cette notion de gouvernance renvoie à finalement qui est le propriétaire de l'entreprise. Alors, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'actionnaire n'est pas propriétaire de l'entreprise au sens strict, il est propriétaire de titres qui lui donnent des droits. En général, un actionnaire, il a simplement deux droits, c'est de recruter ou de se séparer des dirigeants, et c'est de vendre ses titres. Donc ces droits sont assez limités, et donc c'est vraiment la question fondamentale de à qui appartient l'entreprise. Alors l'autre jour, j'étais dans une de mes usines, dans le Nord, à Calais, et je visitais l'incinérateur d'usine avec un des agents de maîtrise, et alors il disait mon incinérateur, mon incinérateur, mon incinérateur. Et c'est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire que les salariés, je disais tout à l'heure, sont attachés à leur entreprise, et il y a un sentiment d'être en partie propriétaire. Et dans ce qu'on appelle les parties prenantes, vous avez des parties prenantes qui sont foncières, qui sont extrêmement importantes, qu'on doit intégrer dans la gouvernance. Ce sont les salariés, ce sont évidemment les clients qui vous font travailler, progresser, innover. Et puis après, des parties prenantes peut-être plus diffuses, moins identifiables, extérieures, mais ça peut être absolument les collectivités locales, par exemple, des endroits où nous sommes implantés. C'est le cas, j'essaie de bien comprendre les enjeux de développement économique des endroits où nous sommes implantés. Donc prendre en compte toutes les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. L'entreprise ne se gère pas uniquement en fonction des intérêts court terme de certains actionnaires. Bien sûr. En tout cas, ça c'est bien la mentalité française, qui n'est pas tout à fait pareil avec la mentalité américaine. Oui, alors on a une conception très verticale du pouvoir. Les événements récents le confirment également au niveau de notre société. Donc on a une conception verticale qui peut se traduire dans certaines gouvernances d'entreprise. Autre mot que j'avais choisi, c'était le mot concurrence pour les entreprises, parce que c'est quand même pas évident, j'imagine, de pouvoir réagir au quart de tour. La concurrence, il y a aussi un événement assez récent, c'est le refus de l'Union européenne de valider la fusion entre Alstom et Siemens au nom d'un droit de la concurrence qui est complètement aujourd'hui inadapté aux enjeux internationaux, puisqu'on analyse les impacts de la concurrence sur le marché européen essentiellement, alors que les enjeux de ce type de fusion sont à mesurer au niveau international. En Europe, on est beaucoup plus libéral que nous ne le sommes, que les États-Unis ne le sont par exemple. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans cette économie mondialisée, c'est qu'on va imposer des normes en Europe qui sont source de progrès. Ça, c'est le sens de la construction européenne, et il ne faut pas renoncer au progrès. En revanche, quand on importe des produits qui sont fabriqués dans des conditions sociales, environnementales dégradées, finalement, on exerce une concurrence déloyale indirecte. Donc particulièrement s'agissant de mon secteur d'activité, sachez que 80% des médicaments vendus en Europe sont aujourd'hui fabriqués avec des principes actifs qui viennent d'Inde et de Chine, qui ne sont pas fabriqués dans les mêmes conditions de sécurité, de qualité que ceux qu'on fabrique en Europe. Donc on nous impose, nous, des normes auxquelles j'adhère en tant que citoyen et chef d'entreprise, parce qu'encore une fois, les normes sociétales et environnementales sont source de progrès pour les citoyens, il faut les respecter. Ces normes sont inflationnistes. En revanche, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant sur les produits que l'on importe. Il
il faut qu'on soit aussi, qu'on crée des vrais champions européens. Et il faut que cette Europe revoie son droit de la concurrence. Merci beaucoup David Simonet pour toutes ces... Alors il y a plein d'autres mots que j'avais choisis bien sûr, hein, motiver par exemple, parce que ça paraît quand même étonnant de dire qu'il faut que les salariés se motivent. En fait, comme vous avez dit tout à l'heure, ils sont déjà motivés logiquement, c'est bien ça? Ouais, ils aiment leur entreprise, mais la motivation, c'est encore une dimension supplémentaire. La motivation, c'est la capacité à apporter sa créativité au service du développement de l'entreprise. On a encore des niveaux d'absentéisme en France assez élevés qui traduisent malgré tout une crise des motivations. C'est un des enjeux essentiels du management. Et finalement, ma dernière question, c'était qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise? Ne pas avoir de certitude, observer, être à l'écoute, se confronter en permanence. C'est ce que vous avez mis en place pour Axentis. Comment vous avez réussi à faire, à monter en si peu de temps cette ETI finalement? Par rachat d'entreprises qui existaient, d'usines qui existaient, dont certaines en très grande difficulté, donc dont l'objectif a été de les maintenir et de les redévelopper. Donc c'est une expérience professionnelle antérieure qui me prédisposait à piloter ce projet. Mais c'est vrai qu'au début, un de mes objectifs, c'était de créer un leader dans un métier stratégique, puisqu'on fabrique des molécules actives notamment pour les médicaments, et donc on participe à une forme d'indépendance dans l'accès des citoyens à des médicaments. Merci beaucoup David Simonet. Je rappelle votre livre, Les 100 mots de l'entreprise aux éditions Que sais-je. En même temps, je rappelle que vous êtes le chef d'entreprise d'Axentis, ce groupe dans la chimie dont j'ai parlé en introduction tout à l'heure. Je vous inviterai à revenir pour nous parler de process industriel, si vous voulez bien, une autre fois, quand vous aurez un petit peu de temps à nous consacrer. On va faire une toute petite pause avec la deuxième musique proposée par Dominique Rolland. Donc un extrait d'un futur concert à Enghien. Et après, on passe la parole à Antoine Crinck pour notre start-up du jour. Voilà, pareil, hein, pas beaucoup. Ah bah, il a son casque, il ne m'entend pas. Oui, j'aimerais bien que vous veniez parler de process industriel parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et que vous nous racontiez donc... comment vous avez racheté ces entreprises, pourquoi vous avez gardé autant d'usines, qu'est-ce qu'elles font, leurs spécificités, si vous voulez bien. D'accord. Vous me direz quand. Dominique, vous avez une question à poser peut-être? Non? C'est clair? C'est clair. Ok. Ça va? Alors ça, qu'est-ce qu'on écoute là? C'est pareil, le concert du 28? Ok, donc je vais juste inviter les... Et comment s'appelle le groupe? J-Silk. J-Silk. Oui. Donc le 28 février. Faudra m'excuser, ce soir je suis pas là, je pars juste à une conférence Oui. dans Oui, l'Oise. non, je comprends. On peut pas, sinon. Vous allez l'enregistrer? Non, je crois pas. Ah bon, mince. Mais enfin, il y aura peut-être une sonore peut-être, ou pas visuelle. Non mais sonore, que je puisse écouter, éventuellement Oui, bien réécouter, sûr. je veux bien. On va faire une captation. Ah bah si je peux passer quelques extraits, même demain. C'est un peu court, peut-être. Bon, en tout cas, on va le faire. Je vais demander, j'enregistre. Parce que c'est ma dernière émission demain avant le mois de mars, à cause des vacances. Et oui, vacances. Je suis content. On y retourne, Philippe? Il ne m'entend pas, lui. On y retourne? Oui, mais il faut qu'on y retourne parce qu'il faut qu'Antoine... Il a beaucoup de choses à dire, je pense. Et voici au bar de l'économie, donc grâce à Dominique Rolland, directeur du Centre des Arts, directeur de la Culture à Enghien, un extrait du concert qui aura lieu le 28 février avec le groupe J-Silk. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie, bien sûr, de Dominique Rolland, comme je viens de le dire, mais aussi de David Simonet, donc pour son livre 100 mots de l'entreprise aux éditions Que sais-je, et puis d'Antoine Crinck, fondateur de Jeddah. Alors Antoine Crinck, vous avez fondé Jeddah en avril 2018, donc presque un an, mais pas tout à fait. Déjà une implantation, donc bien sûr à Paris, et puis aussi à Lyon, à Lille, pour former en data science. Alors, comment se forme-t-on en data science? Est-ce que c'est du temps complet? Est-ce que c'est du temps partiel? Comment on vient à l'école? À quel âge? Est-ce que c'est tout de suite après le bac? Est-ce que c'est avant le bac? Est-ce qu'il faut... Voilà. Alors ça dépend des gens finalement. Ça dépend des disponibilités des gens et de leurs envies. Puisque nous, on est parti du principe de se dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie
ce secteur-là. C'est assez connu, on sait très bien que dans la data, grosso modo, pour un data scientist formé, il y a 10 postes. Donc il faut pouvoir les former rapidement, et quel que soit un peu leur background justement. Nous, on a eu des élèves qui étaient d'abord qui ont fait du business, du marketing, de la finance. On a aussi des ingénieurs, on a aussi des gens qui viennent de la biologie, du milieu de la biologie. Donc ça c'est très différent. Et après en termes de cours, l'idée de JEDA c'est de faire quelque chose d'assez court dans tous les cas et d'intense. Alors soit du coup ce sera en temps plein, où là vous faites 5 heures par jour de cours théoriques on va dire, plus de la pratique, ou alors ce sera en temps partiel et ce sera en dehors des heures de travail justement, parce qu'on a beaucoup de salariés aujourd'hui qui veulent se reconvertir, mais qui n'ont pas forcément envie de quitter leur job tout de suite, Bien sûr. et qui veulent justement se dire bon bah moi je vais peut-être travailler plus longtemps, plus souvent, ou je vais peut-être sacrifier mon samedi, etc. Mais je vais pouvoir garder mon job d'un côté, garder de la sécurité, et en même temps pouvoir me former sur des métiers complètement nouveaux, comme la data science justement. Et alors du coup, vous mélangez les élèves qu'ils aient 20 ans ou 35 ans, j'allais dire, dans des mêmes groupes, des mêmes cours? Ouais, complètement. Ouais. De toute façon, je pense qu'on est à peu près tous égaux face au code. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et ouvrir son ordinateur et voilà. Et ça, en fait, finalement, on se rend compte que ça requiert pas tant d'autres choses que de la logique, en fait. Et ça, qu'on ait 20 ans, 35, 75 ans, la logique, ça s'acquiert et ça s'apprend. Et donc, du coup, nous, on a des gens, effectivement, qui sont soit des étudiants en fin d'études, donc qui ont la vingtaine, et on a eu, je crois que notre doyen, il a dû avoir 55 ans, quelque chose comme ça. Toutes les tranches d'âge se débrouillent très très bien, quoi. Voilà, Donc c'est facile en fait de se former et de se reconvertir dans ces métiers-là. Alors, facile, non. C'est pas facile dans le sens où il faut une motivation de faire. C'est comme ça que nous, on sélectionne nos élèves, c'est-à-dire qu'on les a au téléphone pendant longtemps et on essaie de discuter avec eux pour voir justement quelles sont leurs motivations. Parce qu'en fait, ce que tous les alumni vous diront, c'est que certes, par exemple, on a un bootcamp de 300 heures sur 3 mois. Déjà, il faut se faire 5 heures par jour, mais en plus, ce que vont dire les alumni, c'est qu'ils rajoutent en général 300 heures de travail personnel, quoi. Donc, en soi, c'est dans l'idée, c'est-à-dire que c'est facile de se reconvertir à partir du moment où on a les compétences, parce qu'il y a une pénurie telle que les gens ont besoin de ça, et peu importe que vous ayez fait un master dans n'importe quelle université ou que vous ayez justement les compétences autrement. Mais par contre, c'est pas forcément facile d'atteindre ce niveau où justement on essaie d'atteindre les compétences. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, et en data, il y a toute une partie de mathématiques, statistiques, certes, mais aussi beaucoup de programmation. Alors, vous avez parlé là d'un bootcamp. Expliquez-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette formation de type bootcamp? Alors, le bootcamp, c'est un modèle qui vient des États-Unis, où l'idée c'est de se dire, ok, donc dans un métier particulier ou dans un secteur particulier, il y a des pénuries. Donc au départ, ça a commencé avec du web development. Aujourd'hui, on est sur la data science, mais l'idée c'est de se dire, bon bah, aujourd'hui, on a besoin, en France par exemple, on a un besoin à peu près de 50 000 postes là-dedans, qui ne sont pas pourvus. Et donc du coup, les universités aujourd'hui, elles forment à peu près, on va dire 25 000 personnes. Donc il y a 25 000 personnes qu'il faut former. Le bootcamp, c'est justement très bien dans ce sens-là, où on va se dire, ok, nous, on est là pour ajouter la couche technique, le minimum pour être opérationnel directement en entreprise. Donc c'est ça tout le concept, c'est-à-dire qu'on va faire des cours très intenses, très courts justement dans le temps, pour donner cette couche-là technique, business, pour justement que les gens puissent arriver à un niveau junior en entreprise, puissent être opérationnels. Et voilà, donc du coup, on n'est pas sur des formations longues ou sur 4 ans, 5 ans. Ça, les universités font très bien ce job-là, beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Nous, on est là justement pour accompagner les Voilà, vous, c'est un forfait, vous avez dit. Exactement. Tout à l'heure. Forfait en nombre d'heures, et on choisit son nombre d'heures. Tout à fait. Alors, ce sera deux programmes. C'est-à-dire qu'on a un programme court de 40 heures et un programme long de 300 heures. C'est deux choix qu'on a. Donc ça coûte combien pour suivre ces cours? Alors les cours, donc, comme je vous disais, il y avait deux types de bootcamp. Celui qui est le court, il est à 1 000 €, et le bootcamp long, il est à 3 600 €. Comment vous est venue l'idée de fonder cette école? Parce que vous étiez un salarié quelque part, j'imagine, à l'époque. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup fait mes armes, on va dire, en Californie. Mais en fait, au départ, moi, je travaillais justement en tant que data scientist. Et puis finalement, j'ai découvert l'enseignement un peu par hasard via un autre bootcamp là-bas qui était dédié au product management.
Le product management, l'idée c'est simplement de se dire, ok, aujourd'hui on est en train de créer un nouveau produit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse manager les équipes techniques, les équipes de design et les équipes business. Donc c'est un peu cette personne au milieu-là, et on m'avait appelé pour faire un cours de web development, justement, et un cours de data analytics pour des managers. Ce que j'ai fait, et finalement j'ai enseigné pendant longtemps là-bas, et j'ai découvert un peu ma passion, un peu comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a décidé de créer Jeda en revenant en France, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a des gens il y a des cerveaux très très bien faits en France, des gens hyper motivés pour justement trouver du boulot là-dedans, parce que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle vague justement très très intéressante dans laquelle travailler. Et donc nous, on s'est dit, bon, très bien, on va ajouter cette couche-là. Si vous avez la motivation, nous, on vous apporte la technique. Et donc, du coup, c'est avec d'autres associés que vous avez fondé cette école. Financièrement, comment vous avez fait? C'est de la love money? Vous avez trouvé des associés, des investisseurs financiers? Comment vous faites? Alors, ça, c'est la question qui tue. Je suis désolée. Non, je vous en prie, au contraire. Alors, je suis le seul fondateur, en fait. Pour l'instant, c'est moi qui est 100% départ de la boîte. Donc, moi, j'avais fait un petit peu... j'avais économisé de l'argent, du coup, des US. Que j'ai mis tout dans la boîte en fait. J'ai dû. Donc c'est toutes vos économies. Toutes mes économies exactement. Donc je suis retourné chez les parents, etc. pour se dire bon on va économiser un loyer et on y va donc vous habitez chez vos parents pour pouvoir faire ça. Exactement. En fait, on peut faire c'est une économie facile en même temps ça, de se dire on s'épargne un loyer pour le mettre. Et puis vos parents sont contents de vous retrouver. Et les parents sont très contents de me retrouver exactement. Donc voilà, donc ça là-dessus c'est effectivement moi le seul actionnaire et on se débrouille c'est un peu faire ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire qu'avec nos économies on va aller justement investir là où c'est le plus nécessaire et on grandit comme ça. Et ça a très bien grandi hyper rapidement. Alors aujourd'hui c'est très différent puisqu'aujourd'hui on a une taille qui est très différente, on a grandi etc. Donc maintenant on cherche d'autres investissements qui sont forcément pas que de la love money. Mais ça a démarré comme ça, effectivement. Donc vous allez rechercher on fait appel à qui? À des business angels, à des investisseurs particuliers? Vous allez aller sur des plateformes spécifiques? Alors il y a plein de sources différentes. Vous pouvez passer de tout ce qui est crowdfunding, où justement vous allez appeler des particuliers à mettre une petite somme et toutes ces petites sommes vont faire une grosse somme qui va pouvoir être investie derrière. Vous avez des business angels aussi qui sont là pour vous aider, qui sont souvent passés par la voie de l'entrepreneuriat et ils ont réussi. Donc eux en général ils aiment bien pouvoir ensuite remettre et réinvestir dans d'autres startups. Et après on a ce qu'on appelle des VC, donc ça c'est des fonds d'investissement qui sont là pour des plus gros montants on va dire et qui rassemblent plusieurs investisseurs et qui vont vous faire accélérer très très rapidement. Alors vous recherchez combien en ce moment et pour faire quoi? Alors nous aujourd'hui justement on finance tout ce qui est le développement des campus on va dire, donc là on a Paris, Lyon, Lille. L'idée c'est d'aller en Europe puisque aujourd'hui Londres et Berlin sont deux villes et deux capitales dans lesquelles le besoin en data est énorme et où justement le savoir-faire français aujourd'hui est très bien apprécié. Puisque, pour rappel, l'intelligence artificielle, beaucoup de fondateurs ou beaucoup d'éléments fondateurs dans l'intelligence artificielle ont été créés par des Français. Le deep learning, par exemple, c'est Yann Lequin, qui est français. Des librairies de code ont été inventées par des Français. Donc on est très bon là-dedans, et ça on peut en être fier aussi. Donc voilà. Donc nous aujourd'hui on finance ça et on finance toute la technologie. Donc nous on a une plateforme, l'idée c'est de pouvoir standardiser nos cours pour se dire ok on a un cours parfait ou le meilleur possible qu'on peut justement mettre à échelle sur toutes ces villes. Donc ça passe par justement une plateforme qui sera justement un portail sur lequel les élèves peuvent aller, faire leurs exercices, voir leurs exercices corrigés, avancer, pouvoir s'aider sur le recrutement, etc., etc. Donc on peut suivre aussi ces cours à distance ou pas encore? On pourra peut-être? Non, pour l'instant, l'idée c'est on mélange de toute façon, c'est ce qu'ils appellent faire du blend learning, donc avoir un peu des cours en ligne où on peut faire à distance et des cours en présentiel. La majeure partie restera toujours du présentiel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des cours en ligne, etc. Et beaucoup de nos élèves arrivent justement en disant j'ai fait plein de cours en ligne et au bout de 10 heures j'ai un peu décroché parce que ça devenait compliqué, parce que j'avais plein de questions auxquelles on ne pouvait pas me répondre parce que forcément c'est une vidéo.
Donc aujourd'hui, pour des compétences, je dirais, très techniques comme ça, les gens ont besoin De la présence, d'être en présence. de poser des questions à un professeur qui puisse justement les Répondre tout de aider suite. à trouver les bonnes ressources. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. Le problème, c'est que Internet est très très bien, mais a créé tellement de contenu que les gens ne savent plus où aller en fait. Mais bien sûr. Alors dites-nous un petit peu à quel métier le data scientist peut avoir quand il a fini sa formation. Justement, alors du coup, il y a data scientist. En général, nous, on forme très particulièrement data scientist, data engineer, data analyst. Alors, en général, les gens ont du mal à faire la différence. Mais l'idée, c'est de se dire dans tous les cas qu'aujourd'hui, une entreprise gère leur data et on essaye d'en créer de la valeur. Donc typiquement, vous allez récolter des données parce que quelqu'un vous a soumis un formulaire, etc., etc. Et puis, il va falloir justement créer de la valeur en se disant, bon, bah, aujourd'hui, on connaît certaines choses sur nos clients et on aimerait bien justement pouvoir proposer quelque chose qui ait encore plus de valeur pour ces derniers. Donc justement, le data scientist, ça va être quelqu'un qui va essayer de voir tout ce pipeline-là, data, on collecte la donnée jusqu'à, on en fait notre analyse et on la met en production pour des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de tout ça, qui ne sont pas forcément connaisseurs, mais qui ont besoin d'utiliser ces datas-là. Donc ça, le data scientist intervient sur tout ça. Le data engineer, lui, va justement créer ce pipeline. Et enfin, le data analyst, lui, va être juste sur la partie justement analyse, c'est-à-dire qu'une fois que les données sont préparées, collectées, etc., qu'est-ce qu'on en fait pour les comprendre? Et donc là, c'est donc tous les métiers qu'on connaît peuvent avoir besoin de ce type de responsabilité. À partir du moment où justement vous gérez de la donnée, il y aura forcément des métiers comme ça qui vont se générer. Alors forcément, plus la taille de la boîte grandit, plus ce sera nécessaire. Et voilà. C'est une manière finalement, c'est un métier où ça oblige à tout le monde à travailler ensemble en fait. C'est très transverse, effectivement. Oui. Là, le data scientist, justement, c'est une des choses qu'on lui demande, c'est de connaître le métier, en fait, le métier en lui-même, c'est-à-dire le business dans lequel il travaille. Un data scientist qui sait très bien utiliser les algorithmes, les créer, etc., et qui comprend absolument pas ce qui se passe dans l'entreprise, va être très très mauvais. Alors, vous m'avez proposé tout à l'heure 40 heures de formation ou 300 avec votre école, donc JEDA. Ça coûte combien? Justement, alors, 995 €, donc 1000 € pour le 40 heures et 3600 € pour le 300 heures. Voilà, donc ça reste des prix quand même très très raisonnables. Merci beaucoup Antoine Krinck. Donc je rappelle, on va faire un appel plutôt à tous ceux qui veulent investir. Voilà, il faut vous contacter. Comment on fait pour vous contacter? Tout simplement, soit vous pouvez m'envoyer un mail directement antoine@jeda.co ou vous pouvez aller voir notre site aussi jeda.co et vous aurez déjà plein d'infos et avec plaisir de discuter de tout ça. Merci en tout cas à vous deux, à vous trois pour votre présence en studio ce matin. Je trouve que votre nom d'école, moi, me fait penser à Star Wars. Ça vient de là? Exactement, ça vient de là. Moi, forcément, qui dit intelligence artificielle dit un peu geek sur les bords. Moi, je suis très très fan de Star Wars. Et en fait, Jedha, c'est une planète dans Star Wars où on entraînait justement les Padawan à devenir Jedi. Donc, je trouve que c'est très en lien. Et donc, toutes vos promotions, ils ont des noms de Star Wars, des noms d'étoiles? Alors, on va pas pousser le bouchon trop loin non plus, parce qu'à un moment, il faut rester sérieux, mais on essaie toujours de mettre des petites notes et un univers très lié à ça. Ouais. David Simonet, 1 minute pour conclure, si vous voulez. Sur Star Wars Non, mais mais une bonne façon peut-être de conclure aussi, c'est M. Krinck a utilisé beaucoup de termes de deep learning, crowdfunding, intelligence artificielle. Alors je vous renvoie à mon livre puisque j'ai tenté de définir aussi ces termes. Voilà, donc c'est important, c'est-à-dire qu'on voit que dans les échanges avec des chefs d'entreprise, on a pas mal d'acronymes, on a pas mal de noms qui sont peut-être pas accessibles au grand public. L'évocation de cet ouvrage et de faire de la pédagogie autour de ça. Absolument, et puis il faut dire qu'on les explique aussi au bar de l'économie tous les jours, puisque nous aussi on mélange ces termes-là, c'est bien le but du bar de l'économie, ce mélange, et de ne pas rester, comme je le disais tout à l'heure, en silo. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous les deux, c'était vraiment très intéressant. On vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr. Et bien moi, malheureusement, je vais vous retrouver le 11 mars maintenant, parce que les vacances démarrent dès lundi. Je n'ai plus d'émission. Demain, vous allez retrouver Jacqueline Voraz avec de nouveaux invités, bien sûr. Je vous rappelle que c'est ma nouvelle co-animatrice et j'en suis ravie. Bonne journée à tous. Il va faire beau. Profitez de sortir au soleil.